Tu peux nous donner une petite définition, Guillaume, à réseau, et on reviendra à la présentation, du bâtiment prédictif. Mais sans donner les qualités, nous, ce qu'il faut en techno. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment prédictif? Non, qu'est-ce que c'est que la définition d'un bâtiment prédictif? Un bâtiment prédictif, c'est un bâtiment sur lequel on va pouvoir prévoir son comportement à différentes échelles de temps, on verra. Mais l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans le futur de ce bâtiment. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le bâtiment soit prédictif? Les capteurs. Capteur. Allez, bravo. Capteur. Prédictif, capteur. Pourquoi capteur? Pour pouvoir enregistrer ce qui se passe et comment ça se passe. D'accord. Ça te va, Guillaume, capteur? Allez, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on met? Ouais. Hey, vas-y. Intelligence. Humaine? Numérique. Artificielle? Ouais, intelligence? D'accord. Allez, capteur. Intelligence, on va mettre artificielle? Oui? D'accord. Des data. Ok, alors attends, on va noter parce que... Alors, IA, data. Ça te va, Guillaume? Très bien. Ensuite, L'algorithme. algorithme? Algo. Ok. Pourquoi des algos? Intelligence artificielle. IA. Et puis data et après algo. Pour analyser les datas qu'on collecte et essayer de donner du sens. Encore le sens. Ensuite, Flexibilité. de la flexibilité. Bah, si on fait ça, c'est aussi un bâtiment prédictible. C'est un bâtiment qui peut évoluer en fonction des besoins et donc du coup qui numérique, qui doit avoir la flexibilité. Flexibilité. D'accord. Bah, je reviens dans le dur, hein, parce que... D'accord. Encore 3. Oui, bien sûr. Un modèle BIM, une maquette du BIM? Du BIM d'exploitation. D'accord. Là, numérique ou BIM d'exploitation. Analytics. J'ai pas entendu. Analytics. Analytics? Oui. Analyser la data. D'accord. Oui, ça revient à la data, quoi. Tordre la data, La data, c'est l'information. c'est l'information. Donc l'analyse de la data? C'est Oui, l'analyse de la data? l'information. D'accord. On va le mettre là quand même. Data et analyse. Ok. Oui, vous avez raison de le préciser. Data, il faut tordre les data pour en sortir un jeu. Oui, tout à fait. Oui, Maxime. L'utilisateur. Bravo. Bravo. C'est bien, super. L'utilisateur. Allez, on en prend un ou deux encore. Un propriétaire ouvert d'esprit. Un propriétaire. Alors, un utilisateur et un propriétaire. Ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Ok, d'accord. J'ai entendu quelqu'un qui a dit quelque chose, non? Bâtiment prédictif. Oui? Peut-être une identification des besoins, soit en bureau, en commerce, en logement. D'accord, on rentre ça dans utilisateur propriétaire, identification des besoins. Identification des besoins, d'accord. Il me reste une case là. On ne va pas dire qu'il faut la remplir, mais... Un environnement urbain connu. Environnement urbain. Un environnement connu. Un environnement connu. Donc on va mettre environnement. Voilà. Bâtiment en ressources. D'accord. Je mets dans l'environnement. Oui. D'accord. Environnement et ressources. Bon, voilà. Donc là, est-ce qu'on a Guillaume Parizeau, président d'Aveltis, et on va savoir pourquoi. Est-ce qu'on a les grands thèmes du bâtiment prédictible? Alors je pense oui, on les a, on a bien quadrillé en tout cas. Non, viens. Ah, Ouais, oui, j'avance. bon, Estelle, si Guillaume se met là, c'est bon, non? Ouais. C'est mieux là? C'est Allez. mieux même, on va viens. le dire, voilà, il n'y a pas de problème. Viens. Tu veux que je me mette là? Ouais. Tu nous dis hein, si on tourne le dos. Voilà. Allez. Alors en fait, par rapport à ça, algorithme
petit sujet. Bon, par rapport à ça, la question c'est finalement, on a envie de se dire et pourquoi en fait, parce que là on est effectivement beaucoup sur des choses assez Est-ce qu'il manque complexes. quelque chose là Non, je pense que dans la ça c'est le moteur. C'est le moteur. La question qu'on n'a pas dit, c'est mais finalement pourquoi on a un moteur. Nous, la réponse qu'on a, enfin, une des réponses, ou en tout cas une des choses que tout ça nous a permis de faire, c'est de nous engager sur les charges locatives. Non, là on Ouais, a le non, moteur. mais je suis On a le d'accord, moteur. dans le moteur. C'est le moteur, d'accord. Alors, le moteur, c'est bon. Mais la question, c'est pourquoi. Parce que moi, dans toute innovation, c'est très bien d'avoir de la techno disponible, mais la question, c'est qu'est-ce que j'en fais, quelle offre commerciale je fais. Et c'est là où, je pense que par rapport à ça, par rapport au bâtiment prédictible, il y a énormément d'offres commerciales qui peuvent sortir de ça. Une fois, ça c'est un formidable enabler, je dirais. Toute cette convergence de technologies, de capacités à faire. Un algorithme, on n'est pas dans les technologies, on est dans autre chose, dans la modélisation. Finalement, presque ce qui est le plus compliqué, c'est ce qu'on a mis là. C'est modéliser le comportement d'un bâtiment, c'est presque simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de modéliser l'usage qui va en être fait. Et tout en restant, je suis d'accord avec vous, sur une question de flexibilité, parce qu'on ne va pas contraindre non plus cet usage. On peut l'encadrer, mais on ne va pas le contraindre. Et effectivement, un autre point qui est important, c'est qu'il y a deux acteurs extrêmement importants dans un bâtiment qui sont, il y a un propriétaire, un ou plusieurs propriétaires et un ou plusieurs utilisateurs. Et donc il faut bien qu'on rentre là-dedans. Mais je dirais, il y a toutes les composantes. Alors on est aussi, comme je disais, il y a plein de choses qui sont en train de changer. On vit une époque formidable dans l'immobilier. On a actuellement un champ des possibles qui est gigantesque. On est à l'aube d'un certain nombre de révolutions. Moi, je pense que la maquette numérique, c'est vraiment un bouleversement assez important dans notre métier. Je pense qu'on ne mesure pas vraiment tout ce que ça va changer pour nous. Et la notion de bâtiment qui parle. Si on n'a pas d'informations sur le bâtiment, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Hein. Quand on regarde dans le rétroviseur de l'innovation, ça donne le vertige. Quand on commence à se dire ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de téléphone portable, c'était le tout début. D'accord. C'était le tout début, l'explosion de téléphone portable, c'est entre 95 et 2000 le période. Alors ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des trucs énormes qu'on mettait, qu'on transportait dans un container. Mais je veux dire, un téléphone, c'était un téléphone pour téléphoner, je vous rappelle. Hein. Et à cette époque-là, il était hors de question d'échanger la moindre donnée avec son téléphone. Ou alors on oublie encore ce que c'était. Hein. On était à l'époque du Minitel. Hein. Alors, non, mais est-ce que tu es dans le passé? Est-ce que tu peux nous faire, même si maintenant beaucoup de personnes connaissent la création d'Aveltis, tu peux nous faire un petit résumé sur la création d'Aveltis? Alors la création d'Aveltis, ouais, je vais le prendre pas trop ce qu'on fait, mais comment on a été fait. Voilà. En fait, nous, on est une spin-off de deux grands groupes. Et ça, pour tous ceux qui font de l'innovation dans la salle, il y en a pas mal, d'une manière ou d'une autre. Peut-être tous d'ailleurs. Moi, je vous invite à considérer que la création de spin-off comme ça, c'est vraiment une alternative pour moi aux démarches d'innovation qu'on peut avoir d'habitude. Évidemment, il faut continuer à faire des projets en interne, il faut continuer à faire des partenariats, il faut continuer à bosser avec les startups. Mais pour certains types d'activités, je pense que pour exfiltrer finalement des compétences de l'entreprise et créer une nouvelle entreprise avec son business plan, avec ses clients, avec son offre commerciale, avec ses technos, ses partenariats, je pense que c'est une réponse qui est extrêmement pertinente. En tout cas pour notre activité, que je reviendrai tout à l'heure, mais pour une activité qui est connexe à votre métier de base et sur lequel vous avez une conviction, c'est que c'est très compliqué pour une start-up de répondre à ce besoin-là. Parce que moi, je prends des engagements sur 9 ans, c'est très compliqué pour une start-up. C'est venu d'ailleurs plusieurs fois dans la discussion ce matin. Au-delà de... Alors, il y a évidemment, à chaque fois qu'on fait des partenariats, c'est avant tout une question d'hommes et de femmes, ça c'est sûr, je suis en train de faire la tautologie. À un moment donné, il va se poser des questions d'argent, il va se poser des questions d'accès au marché, de win-win, qui gagne quoi. Il y a la question de la temporalité fondamentale. Et je pense que c'est, à mon avis, c'est l'élément qui est le plus sous-estimé dans une relation de partenariat. Qu'on arrive au bout, sans doute, on y arrivera au bout. Mais la question, c'est est-ce que les deux parties ou les N parties vont arriver à leur objectif à un moment qui est compatible avec leur cycle de vie. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et pour moi, il y a énormément de ratage à cause de ça. Alors moi je voudrais revenir, parce qu'on est dans un milieu d'innovation, bien sûr, oui. Tu vas revenir sur les engagements d'Aveltis, le pourquoi, le comment, l'engagement sur la charge locative, mais c'est quand même assez rare de voir deux grands groupes, tu as dit spin-off, moi la dernière fois j'avais utilisé co-startup.
Ah, tu as une co-startup, c'est un peu d'intrapreneuriat, mais en fait c'est de Mais c'est- l'extrapreneuriat Mais parce oui, que mais c'est en vous externe. avez pris les ressources de personnes, si vous avez créé Non, une non, entreprise, c'est exactement. quand même un modèle différent. C'est deux grandes sociétés qui créent une entreprise sans prendre dans les ressources de l'un ou de l'autre. Ils mettent au pot, ils mettent au capital et disent à l'entreprise, voilà comment moi je travaille pour l'une, voilà comment moi je travaille, et toi tu dois résoudre nos problèmes Exactement. qu'on se retrouve conjointement. Dans le monde de l'innovation, c'est super rare. C'est très très rare. Là, on ne parle plus de start-up, même si j'ai appelé ça une co-start-up un peu pour chambrer, mais c'est très rare. On n'est pas un spin-off, c'est pas dire qu'on ne crée pas une structure où on met un peu nos ressources, et éventuellement, lui, on ne sait pas comment faire, on va le mettre là-dedans, et puis les budgets, les mettre. Non. Là, on crée une entreprise. On crée une entreprise pour avancer dans nos propres métiers, voire créer un autre métier. Et, chose rare, c'est qu'en plus, tu travailles pour les autres, pour le compte qui pourraient être aussi éventuellement des concurrents de ceux qui ont créé Albeltis. Pardon. Voilà. Ça, c'est très très rare. Cette co-création d'entreprise, c'est très très rare dans le monde de l'innovation. On a un exemple qui est français. Vas-y, je t'en prie. Très bien. Alors, effectivement, nous, on dit souvent les startups se créent à la base en répondant, en portant une réponse à un problème. Nous, on a le problème qui est l'élément fondateur d'Aveltis. Là aussi, je pense qu'il y a énormément de gens dans la salle à qui ça va parler. C'est que souvent, quand on négocie un bail, il y a une discussion assez âpre sur le loyer, évidemment. Et puis, ça fait un peu pchit dès qu'on parle de charges parce que, tout simplement, il y a un acteur qui donne un montant indicatif et l'autre qui est persuadé que de toute façon ça va lui coûter 2 fois plus cher que ce que la personne en face a annoncé. Donc ça tourne court assez rapidement. Donc nous on est parti de ce truc-là et on s'est dit mais finalement qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de prendre un engagement? Pourquoi finalement c'est autant imprécis que ça? Et les réponses vous les avez données en fait, c'est parce qu'on n'avait pas tout ça jusqu'à il y a assez récemment. Pourquoi on ne prenait pas d'engagement sur les charges? Parce que les charges c'est vieux comme l'immobilier, vieux comme le monde. Mais il n'y avait pas d'engagement qui était pris, ou très peu. Et pour moi, en fait, j'ai pas de tendance suicidaire, je vous rassure. Pourquoi on s'est lancé dans l'aventure? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ça, là, tout ce que vous avez dit. Et en fait, l'idée, c'est... mon humilité va en prendre un coup, mais c'est un peu de faire un iPhone, c'est-à-dire de présenter une offre qui soit très simple commercialement, parce que finalement, c'est basique, hein. On regarde un bâtiment en phase très amont, avant que vous lanciez la commercialisation. Donc ça peut être soit du neuf, soit de la réno, soit même des actions plus light sur le bâtiment. Et on se dit, mais finalement, avec ça, qu'est-ce que ça va permettre? En quoi ça va changer les charges? Et à quel niveau de charge on peut s'engager? Et finalement, ça, on va le faire très tôt. L'idée que ce soit un argument commercial pour vous, pour commercialiser vos bâtiments. Et on va le faire parce qu'on a tout ça en fait. Parce qu'on est capable d'un côté d'avoir des modèles mathématiques qui vont nous permettre d'approcher très très finement ce que va être le comportement du bâtiment. Donc ça c'est en phase amont. Après on est capable de suivre le déroulé du projet pour être sûr qu'on reste dans les clous. Donc là, c'est une boucle de rétroaction permanente où on va à un projet, vous le savez bien, le projet qui est réalisé, ce n'est pas tout à fait celui que vous aviez imaginé au départ. Il y a évidemment, durant le chantier, il y a des choses qui se passent. Et puis après, il y a toute la vie du bâtiment. Et là aussi, où on va être au quotidien, on va servir de tout ça en fait en permanence pour réajuster le tir. Donc finalement, on est il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas fini leur bingo, mais on est des enfants du smart building, du big data, de tout ce qui est prédictif. On parle de maintenance prédictive, beaucoup. Hein. Il y a le champ exploratoire. Qui a mis smart building dans son bingo? Non. Big data, data analytics. Big data, Voilà. Data, ouais. Isabelle, t'auras un shit. Tu vas gagner. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Et tout ce qui est aussi maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on se sert assez peu de la data. Typiquement, un moteur, ça tousse avant d'être malade. Hein. Donc, si vous êtes capable d'avoir branché le bon capteur sur un moteur, en fait, oui, il faut passer une fois de temps. À la limite, on passe une fois de temps en temps, mais en fait, si on récupère la data, moi, je sais quand il va tomber en panne, j'ai pas besoin de me déplacer. Donc derrière, ça change quand même pas mal la manière dont on agit sur les équipements. Et évidemment, on va pas le voir de la même manière. Donc ben voilà, on est là. Tiens, il y a ça aussi. Hein, ça, j'en ai pas parlé, mais évidemment, le BIM, ça nous permet aussi nous d'être beaucoup plus. On a beaucoup plus d'informations sur le bâtiment. Encore une fois, moi, mon risque, il est maîtrisé par l'information. Donc, plus j'ai d'informations sur un bâtiment,
Et moi, je prends le risque parce que je suis capable de modéliser ça. Et donc, plus on peut être confortable par rapport à ça. Alors oui, c'était important de dire, nous, on est, certes, on a 2 actionnaires, mais on est une entreprise qui sont Bouygues Immobilier et Schneider Electric. Donc, Bouygues Immobilier est intervenu tout à l'heure, et Schneider, il y a Philippe Invernizzi qui est également présent. Et on bosse avec plusieurs d'entre vous déjà, on espère bosser encore plus d'entre vous à l'avenir. Ce qui est important, si vous voulez, il n'y a pas le jeu des... je ne vais pas rentrer dans les petits jeux des... comment c'est... pas les couillonnades et les bons plans. Bah, tu peux en faire. On peut en faire. Ouais, tu peux en faire une. Oui, fais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est juste Ça la maîtrise des charges locatives. Alors je vous dis qu'après dans le moteur il y avait tout ça à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que ça change juste complètement la relation à l'intérieur du bâtiment. Parce que le sujet des charges locatives, en fait, tout est fait a priori et non pas a posteriori. C'est pas subi. Le montant il est connu. On peut faire évoluer les conditions, évidemment. Quand on prend un engagement sur 9 ans, l'utilisateur il va changer. Donc s'il nous demande de changer les conditions, c'est tout à fait le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec nos modèles, on va le faire avant. Tu veux changer ça? Tu veux bosser le samedi alors que le bâtiment n'était pas ouvert? Ça représente un impact de temps sur la garantie locative. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est parti, on est rentré dedans. Et donc en fait, la relation est très apaisée. On va tout de suite, on va regarder le bilan de fin d'année et on est tout de suite dans trouver des solutions. On n'est pas dans je comprends pas, ou j'ai pas d'informations, on n'est pas dans un climat de suspicion. On est aussi un acteur très particulier parce qu'on signe un contrat tripartite. Moi j'ai 2 clients, j'ai le propriétaire et l'utilisateur. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont un contrat comme ça. On est un peu singulier par rapport à ça. Mais moi j'ai besoin de cette relation avec les deux, sinon je ne peux pas avancer. Parce que je vais faire des travaux dans le bâtiment, donc j'ai besoin d'être à côté du propriétaire et je vais même les financer moi-même. Je vous expliquerai éventuellement comment ça marche. Il y a plein de trucs, j'en ai pas le temps de tout expliquer, mais ça vous coûte rien en tant que, que maître d'ouvrage. Hein. T'as fait ta couillonnade là? Non, T'en as rien à faire ou pas? Couillonnade. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut révolutionner les choses sans tout changer. Non, c'était plutôt un bon plan. Moi, il y a une image qui m'est restée dans la tête. Je ne l'ai pas retrouvée, c'est dommage, mais c'est en 1900, c'est une rue parisienne où, à 10 ans d'écart, c'est une tarte à la crème de l'innovation, elle est souvent sortie, mais je trouve qu'elle est frappante cette image. Vous avez à 10 ans d'écart la même rue à Paris, où vous avez des calèches qui passent, et 10 ans après, c'est des automobiles. Donc oui, tout a changé, mais en fait, rien n'a changé. C'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on est capable de changer complètement, et là, derrière la garantie de charge, on change. Ma conviction, c'est qu'on change vraiment, on apaise la relation au quotidien entre un propriétaire et un ou plusieurs propriétaires et un ou plusieurs utilisateurs. Parce que tout est fait a priori, il n'y a pas de choses qui sont subies. Et en fait, on change rien. On change rien parce que on vient s'insérer dans un monde immobilier, il y a toujours un propriétaire, il a ses conseils, il y a un utilisateur, éventuellement il a ses conseils, on vient s'insérer là-dedans. On a un modèle où ça ne coûte pas plus cher pour le propriétaire de le mettre en place, et pour l'utilisateur, c'est intégré dans ses charges, et on lui fait gagner plus d'argent que ce qu'on coûte en honoraire. Donc c'est un modèle qui est gagnant-gagnant. Donc moi je suis convaincu que d'ici 10 ans, il n'y aura plus que des voitures à Aventis ou d'autres, je pense qu'il y en aura d'autres qui s'y mettront, mais il n'y aura plus des voitures, on n'aura plus la calèche d'avoir des charges qui seront fluctuantes d'une année sur l'autre, et puis je comprends pas, oui, bon monsieur il a fait plus froid cet hiver, hein, c'est normal que vous ayez payé un peu plus. Voilà. Merci beaucoup Guillaume.